Bonjour à toutes et à tous. Donc je remercie l'Université permanente et Georges Farjas de cette invitation, qui bien sûr a eu lieu aussi par le truchement de mon ami Thierry. Donc je vais essayer de vous parler un petit peu de la fabrique des imposteurs aujourd'hui, pour essayer de vous dire d'abord que je croise, pour aller très vite, à la fois les dispositifs de civilisation des mœurs de notre société de la norme, notre société du contrôle, j'y reviendrai. C'est-à-dire en quoi, je ne vais pas dire qu'aujourd'hui il y a davantage d'imposteurs, n'est-ce pas, que dans les sociétés précédentes, on va en parler. Je dirais tout simplement que chaque société a un petit peu les imposteurs qu'elle mérite, puisque le propre des imposteurs, le propre de l'imposture, c'est d'être comme un martyr de la comédie sociale, c'est-à-dire de mettre en évidence les valeurs qui organisent à un moment donné le lien social, c'est-à-dire que les imposteurs sont de véritables éponges vivantes qui absorbent, si vous voulez, les valeurs qui organisent justement le drame social. Donc je ne vais pas soutenir, bien évidemment, la thèse selon laquelle, n'est-ce pas, il y aurait aujourd'hui davantage d'imposteurs, mais peut-être essayer de montrer comment, en insistant beaucoup sur aujourd'hui sur les normes, sur la manière dont on calibre les comportements, comment on favorise, on incite d'une certaine manière à des stratégies de masquage, à des stratégies de camouflage qui ont à voir avec l'imposture. Donc, si vous voulez, un regard un peu croisé, qu'on peut dire à la fois d'une espèce d'anthropologie donc de nos sociétés, de la norme et du contrôle, et puis en même temps d'une clinique psychopathologique de ce que l'on sait un peu des menteurs, des fraudeurs, des imposteurs. Alors, essayez un peu de suivre, si vous voulez, ce fil. Alors, pour commencer, moi je ne vais pas vous projeter ni de graphique ni de PowerPoint. Je vais commencer classiquement par mon côté très universitaire, n'est-ce pas, de citations, et vous allez en avoir un certain nombre pour essayer de vous dire ensuite que finalement ce dont nous allons parler, c'est aussi de la conception de la valeur. Qu'est-ce que la valeur aujourd'hui? Alors, pour commencer par les citations, je commencerai par la citation d'un philosophe que j'aime beaucoup, qui est Jean-François Lyotard, n'est-ce pas, qui écrit « Dans un univers où le succès est de gagner du temps, penser n'a qu'un défaut, mais incorrigible, d'en faire perdre. » Donc, vous avez compris, aujourd'hui, n'est-ce pas, tous les dispositifs d'initiation sociale, tous les dispositifs d'éducation, de soins, de travail social, tous ces dispositifs ont pour objectif de vous éviter d'avoir à penser, de vous économiser en quelque sorte d'avoir à penser. Et avec, alors ça peut paraître évident, mais vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point, c'est aussi la pratique clinique qui le met en évidence, à quel point penser n'est pas autant désiré que cela par les individus. Penser, comme décider d'ailleurs, ça mobilise de l'angoisse, ça mobilise l'angoisse de l'imprévu, ça mobilise l'angoisse de l'avenir, ça mobilise l'angoisse de la liberté, ça mobilise l'angoisse de la décision. Décider, c'est renoncer, et on n'aime pas renoncer, n'est-ce pas? Décider, c'est renoncer, et renoncer d'une certaine manière dans la culpabilité. Donc c'est peut-être ce qui fait que finalement on se coule relativement facilement dans tous ces dispositifs de colonisation des mœurs qui sont des espèces de programmes de vie, de modes d'emploi, si vous voulez, de protocoles calibrés. Alors, bon, je développerai tout à l'heure ce point, et ce d'autant plus d'ailleurs que on va dire qu'aujourd'hui, les discours de légitimation sociale, les discours dominants, pour aller vite, les discours qui font un peu la fabrique de l'opinion publique, qui font un petit peu la pensée du jour, ces discours sont de plus en plus passés d'un pilotage par des grands récits, donc, si vous voulez, mythiques, récits religieux, récits politiques. Aujourd'hui, les discours de légitimation sociale, les discours de pilotage de gouvernement des individus et des populations, et moins du côté du savoir narratif, des grands récits, encore une fois, que du côté des savoirs non narratifs, c'est-à-dire les chiffres. Notamment les chiffres et les lettres. Bon, l'exemple même, on pourra en reparler tout à l'heure au cours peut-être du débat ou dans le fil de mon exposé, puisque je ne sais jamais avant ce que je vais bien sûr dire lors d'une conférence. C'est une vieille tradition qui dure maintenant depuis des décennies chez moi, n'est-ce pas? Donc j'ai des fragments, mais je ne sais pas encore ce que je vais vous dire. Mais
selon toute vraisemblance, je vous en parlerai, c'est à savoir que finalement les dispositifs d'évaluation, qu'il s'agisse de l'agence d'évaluation de la recherche, de l'enseignement supérieur, etc., qu'il s'agisse des agences d'évaluation de santé, qu'il s'agisse des agences d'évaluation de la qualité de la culture, ou des agences d'évaluation, encore une fois, de l'information, tous fonctionnent à peu près sur le modèle des agences de notation financière qui déterminent, pourrait-on dire, le crédit que l'on peut accorder à une entreprise, à une collectivité territoriale, à un pays, etc. Et dont j'essaierai de vous montrer au fur et à mesure que ça vient limiter une conception de la valeur. C'est que la valeur n'est plus que ce qui est soluble dans la pensée du droit et des affaires. C'est-à-dire, finalement, ce qui peut se mesurer, ce qui peut se financiariser, ce qui peut se monétariser, ou ce qui peut demeurer conforme à des procédures. Donc, vous verrez que c'est pas très éloigné de la question de l'imposture, et à mon avis, c'est un des dispositifs qui incite, si vous voulez, à l'imposture. Alors, je vous ai promis des citations, donc je vais quand même commencer par ces citations. Deuxième citation, c'est également une citation, si vous voulez, d'un philosophe, qui est Giorgio Agamben, qui dit « Le citoyen libre des sociétés démocratico-technologiques, les nôtres, est un être qui obéit sans cesse dans le geste même par lequel il donne un commandement. » Donc, vous allez dire à quel point nous sommes pris, n'est-ce pas, dans une chaîne de production des comportements, dans un système, encore une fois, qui nous assigne à des places qui sont des places fonctionnelles, des places instrumentales, et qui ne requièrent pas, c'est le lien par rapport à la citation précédente, qui ne requièrent pas d'avoir à penser, qui ne requièrent pas d'avoir même un état d'âme, n'est-ce pas? Et c'est le gros problème, d'ailleurs, de nos sociétés techniques, c'est que l'emprise de la technique est telle que la technique ne requiert pas de penser, elle n'exige pas, si vous voulez, de réfléchir, elle n'exige pas une réflexion morale, elle n'a pas d'état d'âme, n'est-ce pas? La technique, elle exige une exécution. Et donc, quel que soit le lieu où on se trouve, je dirais, dans le tissu social, on est pris dans cette assignation à accomplir une fonction, même une fonction de commandement, est déjà une fonction de servitude. Alors, la troisième citation, je vous en ai promis toute une série comme ça me prépare à mon topo. Une troisième citation, c'est celle de Camus, qui me paraît très importante, et je sais que vous travaillez dans le cadre de cette université permanente sur la question du récit, qui est une question qui me taraude énormément. Camus qui dit, notamment dans un livre qui s'appelle La Chute, que vous connaissez sans doute, n'est-ce pas, qui est un livre qui démasque, je dirais, les impostures ordinaires, puisque finalement, cet avocat parisien qui devient juge dans un bordel d'Amsterdam, n'est-ce pas, bien, cet avocat s'aperçoit que quelle que soit la posture qu'il peut avoir, il est toujours en train de jouer un rôle. Il est toujours en train de jouer un rôle. Et là, il y a quelque chose d'extrêmement important par rapport justement au drame social, c'est-à-dire, n'est-ce pas, finalement, tous coupables de jouer un rôle, de prendre la vertu comme le voile ou l'habit, d'être indifférent au monde, superficiel, sans participer vraiment au destin du monde. Et si vous réfléchissez, c'est ce que l'on demande aujourd'hui aux individus. On ne leur demande pas, encore une fois, une vertu, on ne leur demande pas, n'est-ce pas, un état d'âme, on ne leur demande pas, je dirais, d'être quelque chose, on leur demande de faire, point barre. Alors, c'est cette imposture ordinaire qui m'a le plus intéressé dans l'analyse de nos sociétés d'aujourd'hui. Cette imposture, dans La Chute de Camus, c'est le juge Clamence, coupable, qui ne préserve finalement, qui ne se sauve que par une chose, par un tableau qu'il a volé, qui est un tableau, si vous voulez, de Van Eyck, qui s'appelle Les Juges, et qu'il a confié au tenancier du bordel. Il n'y a que l'art, on y reviendra, il n'y a que l'art qui peut peut-être nous sauver, pourrait-on dire, de l'imposture. Alors, cette phrase de Camus dans La Chute me paraît très importante. Nous avons remplacé le dialogue par le communiqué. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je pense que nous ne sommes pas encore et toujours dans une démocratie. Nous sommes dans des formes dégénérées de démocratie, c'est-à-dire dans des démocraties d'expertise ou dans des démocraties d'opinion. Des démocraties d'expertise, ça veut dire qu'on confie aux experts le soin de décider pour nous et voire
n'est-ce pas, les politiques cherchent une légitimité du côté de l'expertise, dont, encore une fois, elle me paraît aussi frauduleuse, pourrait-on dire, que les prédictions de Nostradamus des agences de notation financière. Ou bien, encore, n'est-ce pas, une démocratie d'opinion, c'est-à-dire qu'on gouverne sous la pression des lobbies, on gouverne, n'est-ce pas, en fonction de l'opinion publique, et du coup, les élections démocratiques ne sont rien d'autre que des sessions de rattrapage des sondages d'opinion. Nous sommes là dans quelque chose où s'effondre, pourrait-on dire, le pouvoir de la parole comme constitutif d'un espace démocratique. Qu'est-ce que c'est que la démocratie? Depuis le début, n'est-ce pas, la démocratie, ça n'est rien d'autre que la capacité de gouverner par le débat, de gouverner par la discussion, c'est-à-dire d'accorder un certain crédit, et on verra le rapport avec l'imposture, un certain crédit à la parole, une certaine confiance à la parole. On a encore d'ailleurs chez Camus des phrases très fortes de ce côté-là, quand Camus dit dans son éditorial de combat du 19 novembre 1946, n'est-ce pas, où il dit à un moment donné, n'est-ce pas, cette éternelle confiance de l'homme dans le langage de l'humanité, qui lui fait, dans le langage de l'humanité, qui lui fait penser qu'il peut tirer de notre homme des relations humaines à partir du moment où il lui parle ce langage-là. Et la grande question qui se pose aujourd'hui d'ailleurs, c'est est-ce que nous utilisons toujours ce langage de l'humanité, ou bien est-ce que nous sommes dans un autre type de langage, n'est-ce pas, un langage de machine, un langage beaucoup plus configuré autour d'un ensemble de signaux interactifs. C'est une des questions qu'on pose. Bon, pour l'instant, je balance comme ça, et ensuite on va travailler, donc si vous voulez, point par point, les choses. Alors, il y a une autre phrase qui est d'un autre philosophe, vous y aurez droit cette fois, n'est-ce pas, qui s'appelle Georges Canguilhem. Je sais que Thierry Patrice aime beaucoup aussi Canguilhem, n'est-ce pas, et qui me parle de ce qu'est, n'est-ce pas, de ce qu'est aujourd'hui, si vous voulez, cette force de la norme, encore une fois, et qui finalement donne une certaine vision du monde social. Canguilhem écrit: proposer pour les sociétés humaines, dans leur recherche de toujours plus d'organisation, le modèle de l'organisme, c'est au fond rêver d'un retour non pas même aux sociétés archaïques, mais aux sociétés animales. Donc en gros, davantage nous allons aujourd'hui vers une société de la norme, c'est une évidence, je vous donnerai tout à l'heure des exemples, davantage nous précipitons vers l'abîme d'une société normative et de contrôle, davantage nous nous rapprochons des sociétés animales. Et nous avons l'impression de nous perfectionner, si vous voulez, nous avons l'impression de nous améliorer, alors que nous sommes en train de dériver gaillardement vers cette conception animale où chaque individu n'est plus qu'une pièce détachée de l'espèce en vue d'une production collective. C'est-à-dire nous perdons justement ce qui fait la singularité, si vous voulez, de l'humain, c'est-à-dire son extrême vulnérabilité et sa capacité de faire de la vulnérabilité le lieu même de sa dignité. Alors, comme j'ai quand même promis de parler un petit peu de mon bouquin, je vais vous en parler un petit peu. Et pour démarrer, je vais vous parler de quelqu'un que j'aime bien, n'est-ce pas, qui est, si vous voulez, qui est Guy Debord, la société du spectacle et de la marchandise. Ses analyses sont toujours encore très visionnaires. Guy Debord écrit: là où le monde réel se change en simple image, les images deviennent des êtres réels et les motivations d'un comportement hypnotique, le spectacle est le contraire du dialogue. Aujourd'hui, nous sommes dans une société du spectacle, nous ne sommes plus dans une société du dialogue, et c'est bien évidemment de cela dont meurt gaillardement notre démocratie. Alors, un mot quand même. Donc, vous avez compris un petit peu mon angle d'attaque. Je ne sais pas si je suis très clair, parce que comme je ne vous connais pas, il faut toujours un petit peu pouvoir s'adapter. Ça aussi, c'est une question d'imposture, parce que finalement, c'est s'adapter, n'est-ce pas, à l'attente de l'autre. Qu'est-ce que c'est que l'imposteur, d'ailleurs? C'est celui qui a parfaitement trouvé le moyen de s'adapter à l'attente de l'autre. Regardez tous les grands cas d'imposture. Frédéric Bourdin, n'est-ce pas, Francis Afzagal, etc. C'est celui qui sait parfaitement s'identifier à l'objet du désir de l'autre et qui sait répondre, donc tout à fait, si vous voulez, à ce que l'autre attend. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, pour commencer, parce que comme j'ai toujours pas commencé mon topo, je regarde même. N'est-ce pas, je vous ai dit tout à l'heure quelque chose de relativement simple et compliqué à la fois, c'est que chaque société a les imposteurs qu'elle mérite. Bon, ça veut dire quoi?
n'est-ce pas ? Ça veut dire que, par exemple, si vous prenez Tartuffe ou l'imposteur, la formidable pièce de Molière, n'est-ce pas ? Si vous prenez Tartuffe ou l'imposteur, on voit bien que pour répondre à la demande de l'autre, qui est une demande, bien sûr, de croyants, de personnes qui ont la foi, il s'agit de faire tous les signes, d'accomplir tout le rituel, tout le cérémonial qui accrédite la thèse chez l'autre, selon laquelle je suis un dévot, quelle que soit par ailleurs, bien évidemment, ma foi ou son absence, n'est-ce pas ? Et donc, par conséquent, on voit très bien, si vous prenez des histoires d'imposteurs tout au long des siècles, c'est très intéressant parce qu'on voit très bien que la stratégie d'imposture varie énormément en fonction des valeurs, des religions d'une époque, par exemple, en fonction des mythes d'une époque, et donc, si à cette époque-là, il s'agit de faire semblant d'avoir la foi, eh ben, ça va être à une autre époque de faire croire qu'on est le retour, la réincarnation de Jeanne d'Arc, n'est-ce pas ? Et donc s'identifier, si vous voulez, à Jeanne d'Arc, ou à d'autres époques, on va faire croire qu'on va emprunter en faisant croire qu'on a découvert au Mexique ou en Nouvelle-Calédonie un trésor formidable et que donc on peut prêter de l'argent sur la base de ce trésor que l'on va faire venir. Donc vous voyez, ou bien alors, pour vous donner encore un autre exemple d'imposture bien connu, ces personnes qui vendent des morceaux de Tour Eiffel aux touristes en faisant croire, n'est-ce pas, que l'État étant en difficulté a décidé de brader un certain nombre de monuments publics et que c'est la bonne affaire, n'est-ce pas, d'acheter des morceaux de Tour Eiffel. Donc, vous voyez, on voit vraiment comment, si on ne tombe pas dans une espèce de stigmatisation morale consistant à dire que c'est très mal de mentir, c'est très mal de frauder, c'est très mal d'être un imposteur, on s'aperçoit que finalement l'imposteur, c'est le miroir d'une société. Il renvoie en quelque sorte ce qui reflète, si vous voulez, ce sont les valeurs d'une société, ce sont les valeurs en cours, c'est-à-dire celles qui effectivement comptent. Alors, on peut aujourd'hui, par exemple, s'étonner que tel ministre du budget chargé de lutter contre la fraude fiscale puisse être suspecté lui-même de mensonge, puisse être suspecté lui-même, si vous voulez, de frauder, etc. On peut s'étonner, encore une fois, que tel rabbin qui représente une autorité morale, finalement, ait triché sur ses diplômes et fait écrire ses livres par, entre guillemets, des nègres, voire, n'est-ce pas, lesquels avaient plagié d'autres bouquins. On peut s'étonner que l'ex-ministre de la Recherche et enseignement supérieur allemande, proche d'Angela Merkel, soit contrainte à démissionner parce que l'université lui a retiré son doctorat en l'accusant de fraude, n'est-ce pas, pour plagiat. On peut s'étonner que tel avocat très célèbre ayant défendu Saddam Hussein soit lui-même, n'est-ce pas, un escroc. On peut s'étonner que tel économiste du Portugal qui a couru sur toutes les scènes médiatiques possibles et inimaginables, n'est-ce pas, en disant que l'austérité était une erreur fondamentale, en démontrant par X, Y et Z que... Bon, et on peut s'étonner, mais... finalement, si vous réfléchissez, ils ne font que révéler ce que l'opinion attend. C'est-à-dire, ils ne font que répondre, n'est-ce pas, à une commande de service. Et vous voyez, c'est un peu, si j'ai un petit message à vous faire passer, c'est un petit peu ça, c'est essayer de vous montrer que cette imposture, n'est-ce pas, qui encore une fois peut prendre des formes très pathologiques, bien évidemment, cette imposture, elle n'est rien d'autre, d'une certaine manière, qu'un élément grossi de l'imposture ordinaire qui est de répondre à une commande sociale lorsque, justement, il ne vous est pas demandé de réfléchir, il ne vous est pas demandé de créer, il ne vous est pas demandé d'innover, il vous est demandé essentiellement de vous adapter. C'est-à-dire dans la société d'adaptation qui est la nôtre, finalement, l'imposteur, il est comme un poisson dans l'eau.
Et si vous prenez telle interview de tel ex-ministre des Finances disant à quel point il est très malheureux d'avoir menti et au président de la République et d'avoir menti à ses collègues, etc., vous regardez ce que j'ai fait, vous regardez sa prestation et vous vous dites, ce mec, il est vraiment génial. C'est un très bon élève. C'est-à-dire qu'il sait parfaitement, vous ne le croyez pas davantage que quand il a juré qu'il n'avait pas le compte en Suisse, c'est pas le problème. Voyez, mais vous vous dites, il sait parfaitement accomplir la prestation rhétorique qui est attendue de lui. C'est-à-dire que, pour le dire autrement, ce qui compte, c'est pas le vrai. Pour ça que je vous ai cité Guy Debord. Ce qui compte, c'est pas le vrai. C'est un spectacle qui, finalement, donne du crédit à quelqu'un qui ne le mérite pas par ses actes ou par sa vertu, mais simplement par la performance qu'il accomplit. Alors, si vous réfléchissez, je pourrais vous donner des exemples cliniques tout à l'heure de cas pathologiques, mais si vous réfléchissez, c'est quand même notre modèle éducatif. C'est quand même notre modèle de socialisation. N'est-ce pas ? C'est-à-dire, en gros, la capacité d'accomplir des actes, n'est-ce pas, qui répondent à une commande sociale ou une commande technique, à une commande cognitive. Et ça, c'est un point très important. Dans le champ qui est le mien, si vous voulez, pendant très longtemps, on peut dire que ce que la psychanalyse a pu apporter, elle n'a pas toujours apporté le meilleur, c'est notre problème, mais ce que la psychanalyse a pu apporter, n'est-ce pas, c'est quand même cette idée que ce qui était important, ça n'était pas ce que faisait quelqu'un, mais ce qu'il était dans ce qu'il faisait. C'est-à-dire, ça, si on emploie un gros mot, n'est-ce pas, sa présence ontologique, si vous voulez, dans ses comportements. Bon, en gros, vous pouviez recevoir un patient qui vous paraissait fou comme un lapin, il n'était pas pour autant psychotique au sens psychiatrique ou psychanalytique du terme, n'est-ce pas ? Il avait des symptômes qui étaient très, très, très exubérants, mais bon, c'est ça. Ces symptômes étaient une espèce d'expression, de blessure de mémoire, de souffrance de son histoire. Bon, ça faisait du tumulte, du tapage. C'était un tapage symptomatique, mais pour autant, structurellement, n'est-ce pas, on ne pouvait pas le considérer dans sa position subjective comme fou. Je schématise, c'est parce que comme je vous connais pas, je schématise, n'est-ce pas, bon, ce que je veux dire. Par contre, vous receviez tel patient qui avait quelques petits problèmes, il venait comme ça, il paraissait à peu près normal, et dans le travail que vous pouviez faire avec lui, vous vous aperceviez que ce type parfaitement adapté, qui paraissait un peu obsessionnel, un peu méticuleux, n'est-ce pas, bon, un petit peu désaffecté, un petit peu instrumental, un petit peu métallique dans le contact, lui, psychiquement, il est fou. C'est-à-dire que, n'est-ce pas, il est psychotique. C'est ce qu'on appelle une psychose blanche, je parlais très vite. Bon, si vous voulez, en gros, ce que donc ce point de vue pouvait apporter, c'est que ce qui comptait, c'était pas le comportement d'un patient, c'était ce qu'il était dans sa manière de se comporter, c'était sa position subjective. C'est un point très important. Dans notre société, je vous donnerai d'autres exemples tout à l'heure, mais dans notre société, c'est pas ça qui est évalué. Ce qui est évalué, c'est pas, encore une fois, la vertu, c'est pas, encore une fois, la présence de l'être dans ce qu'il fait. Ce qui compte, la seule chose qui compte, c'est la manière dont il se comporte et comment on peut mesurer ce qu'il se comporte, comment on peut l'évaluer en quantité. C'est la seule chose. Alors, peut-être que je vous en parle tout de suite, comme ça sera fait, n'est-ce pas ? Ça, c'est une certaine conception de l'évaluation. C'est-à-dire que les nouvelles formes sociales de l'évaluation, j'ai parlé tout à l'heure des agences de notation financière, n'est-ce pas, fonctionnent de la même manière. Comme vous le savez, les agences de notation financière n'ont jamais prévu les crises. Ni en 1929, où avant le jeudi noir, les titres étaient au plus haut, ni en 1996-97, ni en 2000, ni en 2007, ni en 2008, jamais les agences de notation financière n'ont eu la capacité de prédire objectivement une crise qui allait émerger, et elles se sont chaque fois plantées. Et la manière même dont elles établissent, n'est-ce pas, le crédit que l'on peut accorder, si vous voulez, à un État, ou à une entreprise, ou à une collectivité, la manière dont elles établissent cela, c'est quoi ? C'est en gros un accord d'experts mélangeant des critères extrêmement hétéroclites, à la fois quantitatifs, qualitatifs, d'opinion, de rumeurs et autres, permettant de donner une note.
Bon, ben une fois que vous avez intégré ce système-là, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des conflits d'intérêts, puisque depuis 1970, les agences de notation financière sont financées par ceux qui sont les plus intéressés au crédit, bien sûr, n'est-ce pas? Donc, il y a un changement, bien évidemment, il y a un changement dans la manière de rémunérer les agences de notation financière qui impacte, bien sûr, sur leurs conclusions. Bon, ben, une fois que vous avez pris en compte cela, et si j'avais 2 heures de plus, je pourrais vous montrer que toute la psychiatrie est prise aussi dans ce modèle-là, n'est-ce pas? Eh bien, une fois que vous avez compris cela, vous vous rendez bien compte que ça ne peut pas être prédictif et ça ne peut pas être objectif. Ce qui est mesuré, c'est en gros un état de quelque chose, d'une structure, un état d'un système en fonction du crédit que l'on peut lui accorder sur la base de rumeurs plus ou moins formalisées. Vous voyez, avec quelques éléments, bien sûr, qui sont chiffrés et autres. Alors, ça, c'est quand même vraiment ce qui se passe vraiment dans tous les secteurs de l'existence sociale aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle j'ai tendance à penser que aujourd'hui, dans notre société, l'imposteur, il est un peu comme un poisson dans l'eau, n'est-ce pas ? Puisque faire prévaloir la forme sur le fond, valoriser les moyens plutôt que les fins, se fier à l'apparence et à la réputation plutôt qu'au travail et à la probité, préférer l'audience au mérite, opter pour ce qui peut paraître le plus immédiatement rentable plutôt que le courage de la vérité. Enfin, tout ça, ce sont justement des transformations que nous connaissons, si vous voulez, que nous connaissons dans notre société actuelle. Alors, pour être très, très concret, ce que vous n'avez pas dit, Georges, tout à l'heure, peut-être quand vous m'avez présenté, c'est, si je peux me permettre, c'est que nous avons été aussi un certain nombre à l'initiative d'un collectif dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle l'Appel des appels, n'est-ce pas? Et ce collectif qui regroupe des médecins, des psys, des infirmiers, des orthophonistes, des travailleurs sociaux, des magistrats, des journalistes, des éducateurs, des enseignants, des chercheurs, j'en oublie toujours, des acteurs culturels et autres. Ce mouvement, ce collectif, a été un mouvement qui s'est un peu révolté. C'est une insurrection des consciences, comme on l'a appelé, face à des réformes qui cassaient complètement leur métier, qui décomposaient les métiers, qui les recomposaient par justement une notion de l'évaluation extrêmement formelle, extrêmement quantitative, vous voyez, extrêmement procédurale. C'est-à-dire qu'en gros, je vais vous faire très simple, vous allez comprendre tout de suite, la valeur, par exemple, d'une émission radio, d'une émission télévisée, la valeur d'un article, c'est pas du tout ce qu'elle va apporter à la formation critique du citoyen, c'est pas du tout ce qu'elle va apporter, si vous voulez, comme substantifique, comme donnant lieu à penser, donnant lieu à réfléchir, n'est-ce pas? C'est le nombre d'auditeurs, ou le nombre de spectateurs, ou le nombre de lecteurs, ou encore, n'est-ce pas, le nombre de commentaires que vous allez mettre sur le site de la radio. C'est un point qui est aussi très important. Le nombre de commentaires, même si dans ces commentaires on dit mais vraiment quelle idée d'avoir invité cette espèce d'abruti qui nous emmerdait pendant 1 heure, c'est pas grave. À partir du moment où vous faites réagir, vous avez ce qu'on appelle une logique d'audimat. Logique d'audimat. Or, c'est très important. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui compte, c'est la quantité. Ce qui compte, c'est la réaction que vous produisez. Ce qui compte, c'est les effets que vous produisez. Et donc, un bon journaliste aujourd'hui, c'est un journaliste qui peut inviter ou qui peut faire des émissions radio, télévisée, etc., qui produit des réactions. C'est pour ça que je vous ai cité Debord, n'est-ce pas, sur la société de la marchandise du spectacle. Qu'est-ce que c'est que le spectacle? C'est ces images, si vous voulez, que l'on prend pour des choses réelles. Pour aller vite. Alors, cette logique d'audimat, qu'est-ce que c'est? C'est le cheval de Troie d'une logique du marché dans des secteurs de l'existence sociale qui jusque-là n'étaient préservés. C'est-à-dire, en gros, il s'agit de vendre. Il s'agit de vendre son émission, il s'agit de vendre son article, il s'agit de vendre, si vous voulez, sa prestation. Alors, si on réfléchit 30 secondes, la première chose que l'on peut dire, c'est cette capacité de vendre les apparences. C'est quoi? C'est le propre de l'imposture. L'imposteur, c'est quoi? L'imposteur, vous savez que c'est la même étymologie latine, imposteur et impôt. L'imposteur, c'est celui qui finalement prélève dans la bourse d'autrui
pour pouvoir se répondre à ses propres besoins. Tartuffe ou l'imposteur, n'est-ce pas, Tartuffe fait les signes qu'il faut pour accréditer, n'est-ce pas, auprès d'Orgon sa foi, sa dévotion, pour lui piquer ses biens et pour lui piquer sa femme. Donc, si vous voulez, l'imposteur, c'est ce qu'on appelait aussi un chevalier d'industrie, c'est celui qui vit d'expédients aux dépens d'autrui, c'est-à-dire aux dépens du crédit qu'il peut obtenir d'autrui en lui ayant vendu ses apparences, en lui ayant... on va dire que l'imposteur, c'est vraiment par excellence la figure anthropologique de l'humain dans notre société, puisque l'imposteur, c'est un entrepreneur de lui-même. C'est-à-dire qu'en gros, il fait tourner sa petite entreprise. Donc, en gros, c'est l'individu comme micro-entreprise libérale, autogérée, ouverte à la concurrence, à la compétition, sur le marché des jouissances existentielles. Bon, vous comprenez bien que là, il y a une très grande proximité entre la manière dont notre société, notre civilisation fabrique, en quelque sorte, n'est-ce pas, l'humain, et la stratégie d'imposture. C'est ce point sur lequel je voulais... Alors, je vous ai parlé de la logique d'Audimat. Il ne faut pas croire que la logique d'Audimat, n'est-ce pas, elle n'opère que dans le champ de l'information, que dans le champ de la radio, de la télévision, de la presse. La logique d'Audimat, vous l'avez partout. Quand vous prenez, par exemple, l'hôpital, Thierry, je parle sous ton contrôle, n'est-ce pas, quand vous prenez l'hôpital avec la tarification de l'activité, la T2A, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, la valeur d'un acte de soin dépend de ce qu'il rapporte au pôle médico-chirurgical. Ça veut dire que, si vous voulez, combien ça vaut un sourire de schizophrène? 0. Combien ça vaut, n'est-ce pas, la main que l'infirmier va poser sur votre avant-bras au moment où vous allez passer dans la machine infernale de l'IRM ou du scan? 0. Qu'est-ce que ça vaut la clinique? Qu'est-ce que ça vaut la tension même où quelqu'un va vous demander comment les symptômes sont venus? 0. Qu'est-ce qui compte? Ce qui compte, c'est ce qui est technique. Ce qui compte, c'est ce qui est chirurgical. Ce qui compte, c'est ce qui rapporte du fric au pôle médico-chirurgical. Ça produit quoi? Vous ne le savez pas, mais vous le savez sûrement. Ça produit des stratégies d'imposture. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des logiciels, n'est-ce pas, qui apprennent aux médecins hospitaliers à optimaliser les actes de soins. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire optimaliser, rendre meilleur le soin qui vous est dispensé. Ça veut dire qu'on leur apprend à surfacturer les actes de soins, ce qui n'est bien évidemment ni moral, ni économique. N'est-ce pas? C'est-à-dire que, vous voyez, et ça veut dire qu'à partir du moment où justement vous avez une approche de la valeur qui se calque totalement sur la quantité ou qui se calque, n'est-ce pas, sur les protocoles, la procédure, la conformité, à partir de ce moment-là, vous induisez chez l'autre des stratégies qui vise à répondre à ce qui est exigé. J'en parlerai tout à l'heure plus en détail. Mais vous prenez la Grèce, les 2 tutelles financières internationales demandent un budget équilibré. Donne un budget équilibré, il est complètement bidon, il est faux, mais ça n'a aucune importance. Ben, si vous avez compris ça, vous pouvez sortir, c'est fini la conférence. C'est ça que ça veut dire. Et que l'imposture est une solution. Je ne dis pas que c'est une solution morale, c'est pas ça, mais c'est une solution à des exigences normatives qui font vivre les individus et les peuples au-dessus de leurs moyens. Donc le gamin qui ment, le gamin qui triche, le gamin qui fraude, c'est quoi? Ben, c'est le gamin qui répond aux attentes de l'autre, aux normes que l'autre, n'est-ce pas, exige de lui, sans en avoir les moyens psychiques, sans en avoir les moyens cognitifs. Je ne vous dis pas que c'est bien, je vous dis pas que c'est l'épanouissement, au contraire, c'est la pire chose du point de vue de l'épanouissement personnel. C'est un autre problème, c'est pas ça. Mais c'est pour essayer de vous montrer qu'en gros, on ne peut pas disculper l'environnement de la part qui est la sienne dans la fabrique de l'imposture. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Donc si vous avez effectivement, n'est-ce pas, des individus qui à un moment donné font les signes de la dévotion, c'est parce que vous êtes dans une société où la religion a un rôle important. Si vous êtes dans un environnement où les gens traficotent les chiffres, c'est parce que vous êtes dans une société, n'est-ce pas, où les chiffres pilotent les individus et organisent le lien social, etc., etc. Donc c'est ce point que je voudrais essayer de faire passer. Alors, j'ai parlé de l'hôpital. On va poursuivre, puisque c'est un domaine que je connais bien. Prenons l'université. Prenons l'évaluation des universitaires. C'est la pire des choses, ça aussi. Bon, l'évaluation universitaire, c'est quoi?
Bon, que vous soyez bon ou mauvais enseignant, on s'en fout complètement. Moi, j'ai été expert au ministère de la Recherche, j'ai été 15 ans au Comité national des universités, j'ai été vice-président et président de ma section, j'ai vu la manière dont les dossiers se fabriquaient. C'est-à-dire qu'en gros, un bon universitaire, c'est quoi? C'est pas quelqu'un qui forme bien ses étudiants, c'est pas quelqu'un, n'est-ce pas, qui leur trouve du boulot, c'est pas quelqu'un qui les suit, qui les encadre, etc. C'est quelqu'un qui publie des articles. C'est quelqu'un qui publie des articles. Et qui publie des articles, mais pas n'importe quel article, qui publie des articles dans des revues qualifiantes. C'est quoi des revues qualifiantes? C'est pas du tout des revues de qualité. Croyez-moi, on s'emmerde absolument à les lire, c'est pas le problème, n'est-ce pas? C'est des revues reconnues comme ayant un fort impact factor, c'est-à-dire que ce sont des revues dans lesquelles on a pu établir une corrélation, n'est-ce pas, entre le nombre d'articles et puis le nombre de citations par des auteurs. Alors, je vais vous en dire 2 mots après, mais pour essayer de vous faire comprendre que, en gros, la qualité d'une recherche, c'est quoi? La qualité d'un laboratoire qu'on va expertiser, c'est quoi? C'est le nombre d'articles par chercheur, quels que soient les chercheurs, quelle que soit la recherche, même si plus c'est ennuyeux, meilleur c'est notre problème, n'est-ce pas? Moins ça sert à rien, meilleur c'est notre problème, n'est-ce pas? C'est le nombre d'articles publiés dans des revues de quoi? Des revues de marque. Et ça dit, nous sommes dans une politique de la marque. La politique de la marque, c'est la politique, je suis désolé, mais de l'imposteur. Il sait vendre sa propre marque. Et d'ailleurs, ceux qui réussissent parfaitement sont les plus cyniques, les plus opportunistes, ceux qui ont compris comment on pouvait exploiter la notion de marque. Qu'est-ce que c'est que donc la valeur aujourd'hui d'un universitaire? C'est la valeur de quelqu'un, n'est-ce pas, qui produit, si vous voulez, mais je ne l'ai pas là malheureusement, je me suis trompé de bouquin, c'est pas grave. Il y a une très belle citation de Nietzsche là-dessus, qui produit le mieux dans l'usine à donner des articles qui s'inscrivent dans un support de publication de marque. Vous voyez, ce qui compte, réfléchissons 30 secondes, puisqu'on est là un petit peu pour bavarder, je ne vais pas vous faire une conférence, ça sera ennuyeux comme tout, n'est-ce pas? Mais essayons un peu de comprendre, en gros, ce qui compte, c'est pas du tout le contenu de l'article. Ce qui compte, c'est le lieu où elle est publiée. C'est le support. Il vaut mieux publier un article complètement nul que personne n'ira. De toute façon, les articles qui sont publiés dans nos revues internationales ne sont absolument pas faits pour être lus. Je crois qu'il y en a 70% qui ne sont pas lus. C'est pas grave, ou 80%. C'est pas grave. C'est fait pour être publié. Et c'est fait pour avoir une étiquette à publier dans Nature, Science, etc. Bon. En même temps, c'est un degré qui mesure la conformité de votre insertion dans un réseau d'hégémonie intellectuelle et linguistique. Si vous prenez les auteurs de Science, Nature, vous avez entre 70 à 80% qui ont une adresse aux États-Unis ou en Angleterre. Donc ce qu'on va mesurer, vous voyez, c'est pas la qualité de l'article produit. Ce qu'on va mesurer, en gros, c'est le lieu où il est publié, donc la marque. Et ce qu'on va publier et ce qu'on va mesurer en même temps, c'est son degré de proximité avec les centres de pouvoir éditoriaux. Par exemple, moi, il se trouve que j'ai été, maintenant je refuse, mais j'ai été longtemps expert de différentes revues. Alors c'est intéressant parce que vous recevez le même article du même auteur, mais il ne cite pas les mêmes personnes dans son article en bibliographie. Il cite bien évidemment les référents bibliographiques dont il pense que ça va être les experts qui vont donner un avis pour la publication. Vous avez là, bien sûr, c'est de l'imposture à la petite semaine, c'est de l'imposture ordinaire, mais je crois qu'il faut bien le comprendre comme un symptôme. Le symptôme de quoi? Le symptôme d'une maladie de civilisation qui est la nôtre, c'est-à-dire d'une civilisation de la norme, vous voyez? Comme le disait un paléontologue, n'est-ce pas, lors d'un colloque récemment auquel je participais, c'est le type qui a trouvé, n'est-ce pas, une dizaine de dents dans le rift africain, n'est-ce pas, dents qui datent de plus de 8000 ans, eh bien, il ne va pas publier un article dans une revue pour faire état de sa découverte, il va publier 8 articles, un par dent, ça va augmenter son taux de productivité scientifique. Vous voyez. Alors vous riez, mais je vous jure que c'est absolument déprimant quand vous êtes en plein là-dedans, pour ça que d'ailleurs j'ai quitté, n'est-ce pas, c'est complètement déprimant parce que vous vous apercevez des stratégies que vos jeunes collègues, notamment, il n'y a pas que les jeunes, il y a aussi les vieux, n'est-ce pas, ont pour essayer de répondre à quoi? De répondre au fait qu'il faut produire des articles intéressants, on s'en fout complètement.
Des articles qui apportent quelque chose à la recherche, on s'en fout complètement. Des articles qui apportent quelque chose à la pratique thérapeutique, on s'en fout complètement. Non, des articles qui apportent quelque chose au laboratoire pour lui permettre d'être accrédité, d'avoir une bonne expertise, une bonne note, si vous voulez, à plus si possible, et ce qui permet crédit, poste, etc. C'est un point qui est extrêmement important, et dites-vous bien qu'il domine dans notre société, qui est une société de la marchandise et du spectacle. Bon. Alors, je vais peut-être un peu commencer mon topo, mais vous voyez, ce que je voudrais essayer de vous montrer, c'est comment l'imposture, eh bien, elle nous amène forcément à réfléchir sur les valeurs qui organisent le champ social. C'est ça que je voudrais essayer de faire passer comme idée. Et comment aujourd'hui, dans une société normative, dans une société de contrôle, justement, ceux qui répondent le mieux peut-être à ce que notre société attend, c'est finalement l'imposteur, c'est la stratégie de l'imposture. Alors, vous voyez par exemple, prenez la question des bulles spéculatives financières. Bon, il n'y a pas que dans la finance d'ailleurs que des bulles spéculatives, dans la recherche aussi, je vous le garantis. Bon, il faut bien comprendre que dans l'approche que je vous propose, ces bulles spéculatives ne sont pas des erreurs ou des dysfonctionnements du système. C'est au contraire ce qui le fait fonctionner. C'est-à-dire, vous voyez, c'est la part émergée de tout un système qui consiste non pas à évaluer les choses sur leur réalité, mais à les évaluer sur les apparences et à vendre ces apparences. Alors, qu'est-ce que l'imposteur? Si ce n'est celui qui vend son image, son apparence, la forme de ses comportements, le semblant et le trucage des valeurs du champ social. Voilà ce que j'ai commencé donc à vous dire. Alors, maintenant, si on prend, si vous voulez, ce que je vous ai dit par exemple concernant la logique d'audimat, si on réfléchit, considérez qu'aujourd'hui, ce qui vaut comme valeur, c'est finalement l'opinion. C'est quand même ça. C'est-à-dire, si vous voulez, c'est la popularité. Qu'est-ce que c'est un impact factor? C'est un taux de popularité. Taux de citation, c'est un taux de popularité. C'est qu'en gros, vous avez écrit un article complètement fou que la revue a publié, vous allez avoir énormément de taux de citation parce que finalement, beaucoup de gens vont dire que c'est complètement idiot ce que vous racontez. Du coup, n'est-ce pas, vous avez un taux, je dirais, de chercheurs produisants puisque vous avez été cité de multiples fois. Alors que par contre, vous faites votre petit boulot dans votre coin, vous n'êtes pas cité, vous n'êtes pas un chercheur produisant. Donc, je ne sais pas si c'est clair ce que je vous raconte, mais pour moi, c'est très important, parce que, en gros, aujourd'hui, la valeur se mesure aux effets d'opinion qu'elle produit. Si on fait un peu de philosophie, un tout petit peu de philosophie, vous vous rendez bien compte que, là, depuis le début, on va dire avec Platon déjà, n'est-ce pas, la vérité ne s'inscrit pas au même endroit que l'opinion. On parle aussi d'épistémologie avec Bachelard, etc. Mais peu importe, la vérité ne s'inscrit pas au même endroit que l'opinion. Donc ça veut dire, ça tout simplement, que aujourd'hui, ceux qui réussiraient le mieux dans notre société sont les sophistes. Et on peut se dire que d'une certaine manière, les politiques qui réussissent le mieux, ce sont les sophistes. Et ceux qui vendent, non pas, si vous voulez, non pas ceux qui réfléchissent, non pas ceux qui ont le courage de la décision, non pas ceux qui portent des valeurs, qu'elles soient démocratiques ou autres, n'est-ce pas? Ce sont ceux qui finalement vendent pour persuader, pour convaincre. Et on est vraiment dans une société de la publicité et du spectacle. Et c'est là où, si vous faites le lien avec l'imposture, l'imposteur, c'est celui qui impose, qui prend un impôt en prélevant sur l'autre pour payer sa dette, vivre au crédit d'autrui. C'est-à-dire que c'est celui qui en impose. Mais réfléchissons 30 secondes. Celui qui en impose, est-ce que ça n'est pas le modèle même qui a cours dans notre société? En imposer. Alors, là, je vais aller plus dans le détail, surtout que je ne sais plus combien de temps j'ai, mais c'est pas grave, n'est-ce pas? Si vous voulez, ce que j'essaie de vous dire aussi,
C'est qu'en gros, on est dans une société qui civilise ses mœurs, c'est méchant de le dire comme ça, mais à la manière, n'est-ce pas, de la société Findus, vous savez, là où on a trouvé de la viande de cheval qui était vendue pour la viande de bœuf. Bon. Ça veut dire qu'en gros, on va tout à fait mesurer la trajectoire du produit. On va mesurer les étiquettes déposées sur les boîtes du produit, mais on ne va pas essayer de savoir ce qu'il y a dans le produit. Eh bien, c'est comme ça, aujourd'hui, qu'on évalue les chercheurs, les enseignants, les évaluations scolaires. C'est pareil. Prenez les évaluations scolaires, n'est-ce pas ? On sait bien depuis très longtemps, il y a eu des tas de recherches en sciences de l'éducation là-dessus, on sait bien depuis très longtemps, par exemple, que au fur et à mesure du temps, les élèves réussissent mieux les tests scolaires qu'on leur fait passer. Ce qui ne veut pas du tout dire qu'ils ont davantage appris. Ça veut tout simplement dire, si vous voulez, qu'ils se sont davantage adaptés par un pattern de comportement, par un habitus au sens de Pierre Bourdieu. Il y a une manière de se comporter, une manière de penser. Ils sont de plus en plus adaptés aux questions qu'on leur a posées. Est-ce que vous vous rendez compte ce que cela signifie en termes de pédagogie, de destruction même de la capacité de penser, d'annihilation du désir, de curiosité, si vous voulez, de l'enfant, et ce que cela signifie comme absence de confiance dans l'enseignant. Nous sommes dans une société de l'évaluation généralisée. L'ancien président de la République disait, l'ex-président disait que là où il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas de performance. Bon, ce qui veut dire que finalement, si on ne mesure pas en permanence ce que font les individus, ils ne sont pas capables de le faire. Comme si on dit, si on ne mesure pas la capacité respiratoire de quelqu'un, il n'est pas capable de respirer. C'est aussi bête que ça. Mais je vous garantis que c'est... Alors, comment... Bon, je vais y venir, mais comment est-ce qu'on en est venu là ? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est cette mode de civilisation des mœurs qui fonctionne ? Alors, je vais essayer de vous montrer que ça obéit aux exigences, justement, du type d'économie dans... n'est-ce pas, au sein de laquelle nous évoluons. Ça va être la deuxième partie de mon propos. Mais sur cette première partie, je voudrais encore un petit peu rester, n'est-ce pas ? En gros, on sait très bien, par exemple, avec les QCM, dans les différentes disciplines, on sait très bien que ce ne sont pas des connaissances qui sont apprises. Ça ne répond pas, si vous voulez, aux besoins. Prenons par exemple la pédagogie freinée. L'idée de la pédagogie freinée, ce qui était formidable, c'est de ne pas dissocier l'acquisition de connaissances des questions existentielles que l'enfant pouvait se poser à un moment donné dans sa vie. Et donc c'est pas n'importe quand qu'on va lui faire apprendre la physique des fluides, c'est au moment où il va se poser des questions concernant la construction d'un barrage dans une rivière qu'il va faire avec des copains. C'est pas à n'importe quel moment qu'on va lui apprendre la botanique, c'est au moment où il va s'intéresser à la cueillette des champignons, etc. C'est-à-dire qu'en gros, on va se saisir du désir pour pouvoir, à partir de ce désir, répondre par une acquisition des connaissances. Rien à voir avec des protocoles stupides, n'est-ce pas, qui aujourd'hui ont cours dans l'enseignement. Il faut voir aussi que ça a un impact formidable, terrible, sur la formation du citoyen. Comment voulez-vous, c'est pour ça que je vous ai donné toutes ces citations au début, comment voulez-vous former des citoyens avec ce mythe d'un sujet entrepreneur de lui-même qu'on met en concurrence avec les autres et qui doit surtout se vendre en répondant aux attentes d'autrui. On ne forme pas un citoyen, là. Et en plus, il doit se vendre en fonction de ce qui, à un moment donné, a cours sur le marché. C'est-à-dire qu'en gros, il doit se saisir dans sa formation des produits qui peut le plus faire mousser après pour pouvoir se vendre. Souvenons-nous, par exemple, n'est-ce pas, de ce que pouvait être l'éducation d'un jeune Athénien au 5e siècle avant Jésus-Christ, temps de Périclès, n'est-ce pas, où finalement il va pouvoir apprendre l'astronomie, il va pouvoir apprendre la physique, il va pouvoir apprendre la médecine, il va pouvoir apprendre l'architecture, il va pouvoir apprendre le droit, pas du tout pour devenir architecte, médecin, astronome, pas du tout. Pas du tout. Il va apprendre tout ça, pourquoi ? Il va apprendre tout ça pour être un bon citoyen,
et faire valoir au mieux ses qualités au service de la cité. C'est-à-dire qu'en gros, n'est-ce pas, les connaissances qu'il a pu acquérir ne sont pas là pour répondre aux exigences temporaires du milieu, mais pour sa propre formation. Formation intellectuelle, formation morale, formation philosophique, formation civique. Alors, quels sont les individus à Athènes que l'on va former aux techniques spécialisées, aux enseignements spécialisés? Quels sont les individus qui vont apprendre l'astronomie pour devenir astronome, la médecine pour devenir médecin, la poterie pour devenir potier? Ce sont les esclaves. Donc, en gros, vous faites vite, et vous avez quasiment terminé, si j'ose dire, ma conférence. Nous sommes aujourd'hui dans une société d'esclaves, c'est-à-dire de servitude volontaire, puisque la différence, n'est-ce pas, avec, si j'ose dire, le monde antique, c'est qu'aujourd'hui, on requiert notre consentement pour la servitude. Et donc, c'est un peu de ça dont je vais vous parler maintenant, toujours encore une fois, pour essayer de vous montrer le lien avec l'imposture, avec la fraude, avec le mensonge. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous parler de clinique, mais sinon, j'en parlerai tout à l'heure dans le débat. Mais, vous voyez, en gros, vouloir former nos jeunes à être les professionnels que l'on attend sur le marché du travail, c'est considérer que le savoir n'a de valeur qu'en tant qu'il peut se vendre, n'a de valeur qu'en tant qu'il peut répondre à une attente. Alors du coup, c'est pas compliqué d'ailleurs. Vous en voyez la conséquence très rapidement aujourd'hui dans la hiérarchie des disciplines enseignées à l'université. Vous en voyez, n'est-ce pas, très vite le reflet par rapport au prestige des écoles, etc. Qu'est-ce qui finalement se vend le mieux? C'est pas les humanités. Donc on considère que les humanités, sciences humaines, sociales, etc., ça n'a pas de valeur, ça. L'art, ça n'a pas de valeur. Le jeu, ça n'a pas de valeur. L'amour, ça n'a pas de valeur. Et on fabrique des monstres, vous savez. Juste peut-être un mot, puis je terminerai peut-être là-dessus. Mais quand vous pensez à quelqu'un comme le philosophe Walter Benjamin, qui parlait justement de l'importance, on va dire, du caractère essentiel de l'inutile, que disait Benjamin? Il parlait du geste de l'enfant qui veut attraper la lune comme une balle. Et il disait, le geste n'est pas vain malgré les apparences, parce qu'il nourrit un élan de la main, du cœur et de l'esprit. Et il poursuit, et que serait un enfant qui serait parfaitement adapté à sa tâche? Il dit, serait-il encore un enfant? N'aurait-il pas perdu la naïve joie d'exister? Vous avez là, ce que j'essaie de vous dire depuis tout à l'heure, un peu le modèle anthropologique, n'est-ce pas? Le modèle anthropologique de la manière dont on peut soigner, éduquer, informer justement nos concitoyens. Et donc c'est un peu ce que j'ai essayé de vous montrer, mais je vais passer à autre chose. Ce que j'ai essayé, si vous voulez, de vous montrer aujourd'hui des conséquences de notre manière de penser le lien social sur la base simplement de normes, de critères normatifs, et où il faut essayer de répondre à ces normes, et donc de toutes les façons possibles. Et une des façons les plus économiques de répondre à ces normes, c'est bien évidemment de tricher. Bon. Donc, pour le dire aussi encore autrement, n'est-ce pas, il y a un point qui est important, c'est que on va dire que l'imposture, c'est la sœur siamoise du conformisme. C'est-à-dire, c'est dans une société très conformiste, c'est-à-dire qui conforme les comportements, qui conforme les conduites, qui conforme la manière de penser. C'est dans ce type de société où va prospérer aussi, n'est-ce pas, l'imposture, puisque ce qui compte, pour le dire simplement, c'est le costume, c'est l'habit, c'est pas le moine. C'est finalement la capacité d'emprunter. Alors ça, c'est très important parce que c'est très frappant dans la clinique des imposteurs. Alors la clinique des imposteurs, il y a aussi la clinique bien sûr des menteurs, et puis il y a la clinique de ce que nous appelons en psychanalyse et en psychiatrie, ce que nous appelons les personnalités as-if. Les personnes as-if, c'est-à-dire personnalités comme si. Ceux qui sont capables de faire semblant, de donner le change, voyez. Et c'est intéressant parce que ces personnalités-là, quand vous les rencontrez, elles sont normales. Elles sont tout à fait capables de faire un certain nombre de choses. Vous les mettez à la peinture,
font très bien. Ils font de la peinture, vous les mettez à la musique, ils font de la musique, vous les mettez à la littérature, ils font de la littérature. Bon, et pourtant, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que ils font, mais la souffrance, on va employer le gros mot, la souffrance est ontologique. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils ne sont pas là. Ils font sans être là. Et c'est face, et ça c'est important, c'est face à un vide ontologique. Alors, si vous faites juste un peu un lien, parce que je lance quelques petites pistes comme ça, et puis on en débattra tout à l'heure, n'est-ce pas? Et si vous faites un lien, en gros, le camouflage, le masquage, n'est-ce pas? C'est quand il y a un vide. Il y a un vide ontologique. C'est-à-dire quand on a perdu la substance de ce qui constitue la valeur d'une personne ou d'une société. Souvenez-vous de ce film extraordinaire de Woody Allen, Zelig. Zelig, c'est ce monsieur qui blanchit avec les blancs, rougit avec les rouges, noircit avec les noirs, jaunit avec les jaunes, n'est-ce pas? Et que l'on retrouve dans quoi? Qu'on le retrouve avec le génie de Woody Allen, qu'on le retrouve à côté de Hitler dans un parti de masse, un parti totalitaire, un parti nazi. C'est-à-dire que ce type de personnalité vide, qui finalement a la capacité d'emprunter n'importe quel habit, eh bien, il a besoin, pour se nourrir ontologiquement, pour se nourrir dans son être, il a besoin, si vous voulez, de la masse autour de lui. Si vous réfléchissez, c'est très important et ça peut nous permettre de comprendre aujourd'hui le caractère volatile des engagements politiques. C'est-à-dire, en gros, ce ne sont pas des engagements qui sont accomplis dans une appropriation des valeurs pour lesquelles on donnerait sa vie, ou on donnerait, si vous voulez, beaucoup de choses pour aller vite, ça reste superficiel. Et ce qui explique que ça peut se balader d'un endroit de l'échiquier politique à l'autre, parce qu'il n'y a pas appropriation. Il y a eu, pendant très longtemps, en France et ailleurs dans le monde occidental, il y a eu des choix quasiment familiaux qui étaient faits, des options, en quelque sorte, qui étaient accomplies. On était gaulliste de père en fils, communiste de père en fils, etc., maurassien de père en fils et autres. Il y avait, ou l'opposé, mais peu importe. Vous voyez, il y avait en gros une appropriation. Il y a eu une France Dreyfusarde, une France anti-Dreyfusarde, la France de Vichy, la France de Londres, etc. Bon, mais il y avait quelque chose qui, au fur et à mesure, s'était approprié pour chacun des individus. Aujourd'hui, pas du tout. Et ça, je crois qu'il faut bien le voir, pas simplement en fonction de la pathologie des individus, il faut le voir aussi au niveau de la substance de la société. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elles offrent aux individus pour se constituer, en quelque sorte, comme citoyens. Alors, oui, je vous conseille aussi, je vous conseille aussi, si vous voulez, un roman canadien qui s'appelle Le Bizango, qui est assez intéressant, une espèce de polar du monde haïtien à Montréal, n'est-ce pas, où le Bizango, c'est ce personnage extraordinaire qui peut prendre notamment dans le roman l'apparence de la personne à laquelle pense ou à laquelle est resté fixé l'adversaire. C'est-à-dire, en gros, quelqu'un a perdu sa mère. Bon, le Bizango, c'est celui qui est capable d'incarner l'objet perdu. Donc, il devient la mère que... Bien évidemment, vous imaginez que dans un polar, ça désarme totalement l'adversaire que d'épouser, en quelque sorte, l'objet dont il est en manque, l'objet dont il a la nostalgie. Je crois que c'est assez fin aussi comme analyse ce roman, parce que ça montre bien, mais là je vous en parlerai pas aujourd'hui, mais j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Logique des passions, centré sur cette question, qui montre bien que justement, c'est en répondant à la demande de l'autre, n'est-ce pas, qu'il y a véritablement leur imposture, illusion. Alors, dans la passion, c'est pas une imposture, c'est une imposture involontaire. Dans la passion, c'est une illusion. Souvenez-vous de Proust, dire que j'ai gâché des années de ma vie, que j'ai manqué mourir, etc., que j'ai vécu mon plus grand amour pour une femme qui ne me plaisait pas, qui n'était pas mon genre. Ça, c'est la vérité de l'amour, c'est-à-dire qu'effectivement, on vit en quelque sorte les mêmes événements amoureux, mais on n'est pas dans la même histoire. C'est-à-dire que chacun donne à l'autre sa réplique sur une scène, sauf que c'est pas la même pièce qui est jouée pour l'un et pour l'autre. Donc, mais ça, c'est du côté de l'illusion. C'est pas du côté, si vous voulez, c'est pas du côté de l'imposture. Alors,
Au point où nous en sommes, je voudrais quand même attaquer ma deuxième partie, si vous voulez. Donc, ce sur quoi j'ai beaucoup insisté, c'est quand même cette idée, je vais la reprendre, encore une fois, psychopathologiquement parlant, comme socialement parlant, l'imposture, elle est une solution. C'est une solution qui n'est pas morale, mais elle est une solution, n'est-ce pas, pour répondre à des exigences normatives qui vous font vivre au-dessus des moyens qui sont les vôtres. Et donc, les petits mensonges, les petites tromperies, les petites fraudes, etc., relèvent aussi de cet ordre-là. Il suffit de voir, par exemple, chez l'enfant, que le mensonge est quasiment normal dans le développement de l'enfant. Il surgit au moment où l'enfant a besoin de se constituer un espace